Bonsoir, bienvenue à vous sur Monaco Info pour découvrir les grands titres de l'actualité du jour. Voici le sommaire. Des travaux d'envergure sont actuellement menés devant le parvis du Stade Louis II. Une immense structure en bois est en train d'être érigée pour y accueillir les personnels de la sûreté publique pendant la poursuite des travaux dans leur quartier général historique. Nous vous expliquerons la technique mise en œuvre et ferons le point sur l'avancée du chantier de modernisation et surélévation rue Suffren-Raymond. Autre chantier moins visible, celui-là, mais qui a toute son importance. Il se déroule dans l'église du Sacré-Cœur pour finaliser les travaux de restauration de l'orgue initiés en 2013. Reportage à suivre. Et puis un volet plus estival, des bons plans sur la principauté, des lieux à découvrir, des produits locaux. Le célèbre guide Le Petit Futé consacré à la destination Monaco a fait peau neuve et il est très demandé. Nous serons avec la responsable d'édition Isabelle Drezen. Et s'il y a une petite halte qu'affectionnent tout particulièrement cet été les touristes, mais aussi beaucoup de résidents, c'est le Port Hercule et ses animations. Nous vous emmènerons les découvrir. Enfin, nous verrons comment s'organise l'accueil des touristes tout en s'inscrivant dans une démarche durable avec l'installation de Q-Box. Ce sont des kiosques solaires. Vous avez certainement remarqué le balai des camions depuis quelques semaines sur le parvis du Stade Louis II. Une importante structure en bois a été construite à cheval sur l'avenue des Castellans et sur laquelle des modules préfabriqués sont installés. L'objectif est d'accueillir les agents de la sûreté publique restés jusqu'à présent sur le chantier de la rue Suffren-Raymond. Alexandra Pani, Lionel Bernardi et Orazio Gaggino sont allés découvrir cette nouvelle technique de construction innovante. Ériger un bâtiment en moins de 6 mois, cela semble utopique et pourtant c'est bien ce qui est en train de se réaliser sur l'esplanade du Stade Louis II. Pas moins de 126 modules sont installés depuis le mois d'avril sur une imposante plateforme en bois pour une superficie totale de 2500 mètres carrés. Une technique innovante et révolutionnaire déjà éprouvée en France et reprise pour la première fois ici en Principauté. Ces éléments ils sont acheminés par convoi exceptionnel de nuit et sont assemblés 2 jours sur chantier à raison d'une douzaine de modules par jour. L'ensemble est monté sur un grand portique en bois au-dessus de l'avenue des Castellans. Et ce portique est lui-même stabilisé par près d'une centaine de micro-pieux qui sont créés à 20 mètres de profondeur dans le sol. Le gros avantage, c'est que c'est une structure qui est réutilisable. C'est-à-dire que l'intégralité des 130 modules peuvent être démontés, stockés et réagencés ailleurs. Une réponse qui se voulait pressante pour soulager la centaine d'agents de la sûreté publique encore présentes dans les locaux en travaux de l'avenue Suffren-Raymond. Les équipes qui sont restées à la rue Suffren-Raymond souffrent énormément du bruit et des contraintes de chantier. Et parallèlement à ça, la direction des travaux publics avait besoin qu'on libère vraiment intégralement les locaux pour pouvoir aller plus vite dans la construction et dans l'avancée des travaux. Pour le public, c'est toute la division de police judiciaire qui est dans le bâtiment provisoire. On va recréer évidemment un accueil pour que les gens qui arrivent n'aient pas à d'abord passer dans le stade pour ensuite traverser et aller dans le bâtiment. Donc il y aura l'accueil au rez-de-chaussée du bâtiment provisoire. Et il y aura également la section du contentieux judiciaire des transports qui sera dans le bâtiment aux côtés de la police judiciaire. La section des résidents et la simple police restent, elles, dans les locaux situés au sein du Stade Louis II. Et seul le centre de commandement et de supervision opérationnelle reste rue Suffren-Raymond durant les travaux. Ces nouveaux locaux provisoires de la sûreté publique seront livrés le 30 septembre. La circulation reprendra à ce moment-là son cours initial puisque les locaux sont situés à 6 mètres de haut et permettent donc de laisser passer les véhicules sur la voie comme auparavant. Des locaux donc provisoires dans l'attente de la livraison de la modernisation et surélévation du bâtiment historique de la direction de la sûreté publique, rue Suffren-Raymond. Son contrôleur général, Richard Marangoni, fait le point sur l'avancée des travaux. C'est un chantier, mais c'est aussi un dossier, puisque nous avions des locaux qui devenaient vieillissants, il faut bien le dire, et nous avons eu 2 plans successifs, qui étaient le plan Sûreté publique 2020 et nous avons en cours le plan Sûreté publique 2025, qui ont entraîné des augmentations d'effectifs, une modernisation de nos services. Il y a 3 points importants. Le premier sera l'accueil du public, puisque nous recevons des personnes en permanence, et à ce titre, nous pourrons les recevoir dans de meilleures conditions, notamment à la section des résidents, mais je dirais pour un accueil plus général.
Ensuite, sur le plan technique, nous aurons bien sûr un nouveau centre opérationnel, un centre de commandement, de supervision et de commandement opérationnel qui sera très modernisé avec un réseau de vidéosurveillance aussi amélioré. Et nous aurons aussi, un point important aujourd'hui dans la résolution des enquêtes, un laboratoire de police scientifique qui pour nous est très important et qui sera conforme à ce que l'on est en droit d'attendre aujourd'hui d'une police moderne. Et un retour donc programmé pour tous les personnels rue Suffren-Raymond fin 2023. D'un chantier à l'autre, beaucoup moins impressionnant, mais avec un caractère patrimonial non négligeable. Bientôt sera inauguré le nouvel habillage de l'orgue de l'église du Sacré-Cœur, dont les travaux ont été entièrement financés par les dons des paroissiens. Reportage de Victor Labbé et Orazio Gaggino. L'église a connu une première phase de travaux en 2013, organisée et financée par le gouvernement monégasque. L'orgue avait lui aussi été restauré mais n'avait pas été totalement finalisé. Si vous regardez bien, l'orgue est tout décoré, magnifique, c'est vrai, mais il manque quand même quelque chose, à savoir les tuyaux. Car ces tuyaux de façade ont dû être retirés pour procéder au reste de la décoration. Avec cette amélioration, l'instrument est bien plus grand et offre de nouvelles sonorités. C'est une plénitude extraordinaire. C'est vrai que cet orgue sonne dans sa dimension comme du velours, que ce soit dans les jeux doux comme dans les jeux puissants. Et c'est vrai que c'est un régal pour tous. Ce projet peut voir le jour grâce aux dons de certains paroissiens, dont une partie de la part de Marina, qui a une histoire familiale particulière avec cet orgue. C'est une histoire qui m'a remis en contact avec ma sœur, qui est âgée de 90 ans, et qui depuis, 60 ans s'occupe de cette église. Et donc, je savais qu'elle souhaitait que ces orgues soient terminés. Ma sœur étant quand même une personne âgée de 90 ans, et moi 80 quand même, j'aimerais ça ne traîne pas trop pour que s'il lui arrive pas quelque chose avant que ça soit complètement terminé. Et qu'on puisse faire l'inauguration, même au point de vue musical. Les travaux seront totalement terminés en septembre après le remontage et l'harmonisation de l'orgue. Et pour clore ce chapitre chantier, sachez qu'en raison de l'avancement des travaux de l'opération Grand Ida, la circulation sur la dorsale en entrée de ville sera modifiée du 1er au 5 août entre 9h et 16h. Une voie unique de circulation entre les ronds-points enterrés Aurélia et Canton sera accessible dans le sens Monaco-Nice. Les ronds-points demeureront praticables et leurs autres accès et sorties seront préservés. À noter également dans vos agendas ce week-end la première soirée feu d'artifice de l'été organisée par la mairie, samedi 30 juillet à partir de 22h, suivie d'une animation avec DJ. Il y aura 2 feux d'artifice au total cet été, mais plus de concours pyromélodiques. Ces soirées concourent à animer la période estivale. Monaco reste une destination de choix au carrefour entre l'Italie et la France. De nombreux touristes font le choix d'une étape plus ou moins longue en principauté. Le seul guide pratique qui y est entièrement consacré fait recette et vient de dévoiler une nouvelle présentation. Nous sommes avec la responsable d'édition du Petit Futé Monaco. Bonsoir Isabelle Drezen. Bonsoir. Dans cet ouvrage, vous avez souhaité aller au-delà des clichés traditionnels qui entourent Monaco ? Ah oui, complètement. On essaye de véhiculer une image de la principauté qui offre un panel aux touristes de passage ou aux gens qui viennent s'installer avec toutes les bonnes adresses et avec un spectre très très large. Peut-on avoir quelques exemples des surprises ou petites merveilles plutôt loin des sentiers battus ? Il y a plein de petites adresses cachées effectivement à Monaco et au début du guide, vous allez trouver en fait des top 10 de nos coups de cœur en fait sur la principauté pour se régaler, des bonnes petites adresses de resto, pour faire une pause, pour se faire plaisir, etc. Il y a une petite boutique que j'affectionne particulièrement, c'est l'Orangerie de Monaco qui fait des liqueurs à base des oranges amères de Monaco dans une petite ruelle. Ça, que ce soit des gens qui viennent en vacances ou si vous êtes monégasque, vous avez de la famille de l'extérieur qui vient vous voir, c'est toujours le petit cadeau made in Monaco à ramener. C'est vraiment la petite touche monégasque. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un guide, bien évidemment, qui s'adresse en priorité aux touristes, mais les monégasques peuvent l'utiliser aussi pour toutes les bonnes adresses qu'il recèle.
Complètement, puisque quand on vit dans un endroit, on a, comme je dis toujours, on a toujours ces petites habitudes. On va dans le même resto, la même pizzeria, le même petit bar, etc. Et nous, on est là aussi pour donner aux gens résidents de Monaco des nouveautés. Si jamais ces nouveautés leur avaient échappé au moment de leur ouverture, et dire regardez, là, il y a un nouveau resto, il y a une nouvelle boutique, il y a une nouvelle activité. C'est pas mal de la découvrir. Donc, on est là également aussi pour ça. Monaco fait toujours recette. C'est un guide qui se vend bien. Oui, c'est un guide qui se vend bien parce qu'en plus, moi, je suis très fière parce qu'on est le seul éditeur en Europe à faire un vrai guide complètement dédié à Monaco. Évidemment, il y a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de beaux livres, etc. Mais en guide pratique, on est les seuls à avoir complètement séparé Monaco et en faire un ouvrage à part entière. Et il est également une partie dans le guide Côte d'Azur Monaco. On a un supplément assez conséquent, du coup, également sur Monaco. Mais on est vraiment les seuls à avoir le guide. On le voit à travers les pages, Monaco est d'autant plus une destination très complète, aux multiples atouts avec des lieux hors normes, des produits du terroir, vous l'avez dit maintenant, la restauration, les sorties. Voilà. Tout à fait, et donc ça s'adresse à une clientèle. Parfois, les gens peuvent se dire, tiens, Monaco, c'est vraiment réservé à une élite au niveau budget, mais pas du tout. Si vous souhaitez, par exemple, découvrir le Monaco culturel uniquement pour des touristes de passage, c'est tout à fait à la portée de tous les budgets. Visiter le palais, visiter le musée océanographique, etc., etc. L'expo en ce moment au Grimaldi Forum. Enfin, et puis après, si on veut vraiment se faire plaisir et rentrer dans le grand luxe qu'on présente également, là, vraiment, il y a un choix considérable, malgré certaines idées reçues que peuvent avoir les gens quand ils voient des reportages sur les télévisions diverses. Ça fausse un petit peu la vraie image de Monaco. C'est un long et minutieux travail, l'élaboration d'un guide de voyage. Comment procédez-vous ? C'est un long travail laborieux. Les gens souvent nous envient en disant « Oh là là, vous avez un job super, vous êtes toujours dans les beaux hôtels et dans les restos. » Donc ça, c'est la face, on va dire, sympa du travail, mais c'est un boulot de fourmi, c'est un boulot très, très chronophage puisqu'il faut vraiment vérifier le moindre numéro de téléphone, prix, etc. Donc, comment on fait ? On cherche, on déniche, on se balade. Les établissements qui ouvrent nous informent également puisqu'on a quand même un réseau au niveau local. Mais c'est vraiment un travail de fourmi et assez laborieux. Comment parvenez-vous à vous renouveler ? Le digital est devenu incontournable ? Le digital a toujours été incontournable dès ses débuts pour nous. Le Petit Futé est assez pionnier dans la matière. Il y a 10 ans, on faisait des applis. Maintenant, on n'en fait plus. On a un gros site qui est un site portail, petitfuté.com, et qui est ce qu'on appelle en responsive design, donc qui s'adapte à tous les écrans. On fait donc tous les guides sortent en version papier. Ils sont également disponibles en version numérique, ce qu'on appelle un e-book. On peut aujourd'hui aussi se composer son propre guide à la carte avec un site qui s'appelle mypetitfuté.com. C'est-à-dire que si vous faites une multidestination, par exemple, vous partez, alors là, c'est pour des résidents monégasques, vous décidez de vous faire l'Italie en voiture. Vous n'allez pas acheter le guide de Rome, le guide de l'Italie du Nord, de l'Italie du Sud, de Naples, etc. Et là, en fait, vous piochez parmi vos itinéraires, vous regardez le type d'hébergement qui vous convient, le type de loisirs que vous voulez faire, et hop, ça vous mouline en quelques minutes un e-book à la carte. Donc, c'est comme ça qu'on se renouvelle au niveau du Petit Futé, et on crée également des éditions un petit peu sur mesure sur des territoires, en association ou pas, avec des offices de tourisme. Il faut toujours avoir de la nouveauté. Et là, la grande nouveauté du guide cette année, c'est vraiment la maquette qui est complètement relookée. C'est même plus qu'un relooking, puisque les textes ont été raccourcis. Les gens lisent moins, en tout cas les jeunes lisent moins au niveau des guides papier. Donc on a toujours des nouveautés technologiques comme ça qui arrivent au fur et à mesure, et on essaie toujours d'être les premiers. Merci Isabelle Drezen de nous avoir proposé cette découverte de Monaco à travers donc le regard d'une experte du célèbre guide Le Petit Futé. Merci beaucoup. Isabelle Drezen a évoqué la liqueur de Monaco, son produit coup de cœur. Nous sommes justement allés demander aux touristes de passage, mais pas seulement, ce qu'ils préféraient à Monaco. Écoutez leur réponse. On a fait le rocher là, toute la matinée, très sympa, et on va continuer sur la ville. Donc voilà, pour l'instant le rocher, le coup de cœur de la journée, quoi. Toutes les voitures. On vient juste de commencer la visite, donc je sais pas, le casino. Pour moi c'est le casino. Je kiffe, c'est trop bien, et voilà, je trouve que c'est hyper classe, il y a des belles voitures, c'est incroyable. Moi je dirais que c'est ici juste parce que c'est la piste de départ des Formule 1, c'est tout. Voilà. Après la place du casino, parce que c'est iconique,
Il y a beaucoup de voitures qui sont intéressantes, mais bon, voilà. En fait, ça dépend de la saison. En fait, chaque saison à Monaco, on a des places différentes. Là, l'été, je dois dire que l'Arvoto, avec tous les nouveaux restaurants, tout ça, c'est très agréable, surtout le soir. Donc oui, pour cet été, je dirais l'Arvoto. Et pour l'hiver? Pour l'hiver, moi j'aime bien le port, voilà, Monaco-Ville aussi, j'aime beaucoup me balader quand il n'y a pas beaucoup de touristes. On en profite l'hiver. Le port qui reste un passage incontournable. Des animations y sont proposées tout au long de l'été. Voyez ce reportage de Christine Datomel et Alexandra Marangoni. Basket, carrousel et petites motos écolo, un programme attractif pour les enfants et les ados cet été sur le port Hercule. Et cette année, la grande nouveauté, ce sont ces petites motos orange qui font sensation auprès des plus petits. C'est des petites KTM Drésième comme vous voyez, tout électrique, sans pollution, sans bruit, c'est aussi qui est très important et voilà, on est content d'être ici. À quelle vitesse ça va à peu près? À peu près 10 km, 12. Voilà, pour les enfants, je pense que c'est déjà assez rapide. Et c'est de quel âge à quel âge? C'est de 3 ans à 8 ans. Voilà. Et alors, ils en font facilement? Ah, mais super facilement, hein. Ça se voit, je pense. Qu'est-ce qui te plaît? C'est que ça tourne vite et que mon père, il en fait. Du coup, c'est la première fois que j'en fais. Présent jusqu'au 21 août, le site propose 12 petites motos à la location et 10 à la vente. Il faudra débourser 10 € pour 5 minutes de pur bonheur. Une autre attraction attire aussi de nombreux enfants, notamment les ados. C'est le meilleur sport. C'est le meilleur sport, on s'amuse, on a une belle vue, c'est magnifique. On peut jouer, on a un beau terrain, on a tout à disposition. C'est incroyable. Franchement, magnifique le terrain. C'est dommage qu'ils font pas ça un peu plus, parce que franchement, à Monaco, on n'a pas assez de terrain pour jouer au basket. Déjà, il y en a un au port, mais il est pas encore, ils l'ont pas remonté. Et c'est dommage, mais c'est quand même cool qu'ils fassent ça de moi. Et alors, qui c'est qui soutient la Roca Team ici? Des animations ponctuelles auront lieu également tout au long de l'été sur le port, comme le rassemblement des Fiat 500 d'époque, un partenariat avec Herculis qui offre chaque année de beaux instants d'athlétisme également sur le port. Et bien sûr, toujours le basket 3-3 qui ne désemplit pas. La Roca Team, c'est les meilleurs! Pour refermer ce dossier estival consacré à la destination Monaco, cette initiative éco-responsable, la direction du tourisme et des congrès, a décidé de mettre en place des kiosques solaires baptisés Q-Box. Le musée océanographique a immédiatement adhéré au concept. Les explications de Vanessa Dessy sur des images de Lionel Bernardi. Parti d'une idée commune avec la direction de l'Office du tourisme et après 2 ans où le Covid a fortement impacté la saison estivale, le musée océanographique s'est à son tour doté d'une Q-Box solaire afin d'y ouvrir une boutique éphémère sur son parvis. On avait un objectif aussi, et c'est vraiment une forme de test, de faire sortir un peu le musée en fait, de ses murs à travers nos produits boutiques. Et comme on a en plus une actualité assez forte avec Mission Polaire qui est notre nouvelle exposition, c'était aussi le moyen de créer un événement et donc du coup d'aller à la rencontre en fait de nos publics mais aussi des visiteurs qui ne visitent pas le musée parce que c'est complètement conforme avec nos objectifs et la mission même de l'Institut, c'est d'avoir une installation qui soit conforme en termes de développement durable. Ces kiosques s'inscrivent dans une lignée de durabilité parfaitement cohérente avec la stratégie que souhaite mener le gouvernement princier. Ils sont totalement autonomes et produisent l'énergie nécessaire pour être autosuffisants. La Q-Box nous a été présentée il y a déjà quelques années et nous pensions que c'était vraiment l'élément qui pouvait faire une différence en termes de responsabilité, de visibilité et d'attractivité pour les visiteurs de la Principauté. Le concept, c'est d'avoir un kiosque complètement autonome, alimenté en électricité par le solaire, qui peut également recevoir pour certains formats de kiosques une alimentation en eau intégrée. Ce n'est pas le cas ici parce que ce n'est pas l'objet. Mais voilà, c'est de pouvoir le déplacer, le prendre sur une remorque, le déplacer de point à point selon les besoins. Les 2 kiosques resteront ouverts juillet et août. Le lieu choisi sur le parvis du musée océanographique à Monaco-Ville est stratégique en raison de la forte affluence.
Et pour une saison estivale réussie, il faut bien sûr une bonne dose de soleil qui est l'élément emblématique de notre région. Va-t-il continuer de régner en maître demain jeudi? La réponse tout de suite avec vous Vanessa Dessy, bonsoir. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. Le temps sera partagé entre nuages et apparition du soleil. Une légère brise soufflera sur le territoire. Les températures resteront de saison, elles oscilleront de 24 à 29 degrés. Le soleil se lèvera à 6h12 et se couchera à 21h et nous fêterons les Sansons. Merci Vanessa. Demain à 19h, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez. Pour nous quitter, une superbe série de photos signée Michael Alési est prise à l'église du Sacré-Cœur, dont les travaux d'habillage de l'orgue sont sur le point de s'achever. Je vous souhaite une très belle soirée. À très bientôt sur Monaco Info.